Bonsoir Nicolas Normand. Bonsoir madame. Alors vous avez été ambassadeur français à Bamako de 2002 à 2006. Vous connaissez bien la région du Sahel. Alors on parle beaucoup de vous en ce moment au Mali. Vous avez dit dans une interview à RFI que la France a donné Kidal aux séparatistes Touaregs. Que voulez-vous dire par là ? Eh bien, en 2013, en janvier 2013, lorsqu'il y a eu l'opération Serval, l'armée française a combattu les djihadistes qui attaquaient le sud du Mali. Ensuite, on a voulu traiter l'ensemble du problème du nord du Mali. Et en fait, il faut revenir à ce moment-là pour comprendre notre action à ce qui s'est passé en 2012. Vous vous souvenez que pendant 9 mois, le nord du Mali a fait sécession en 2012. Au départ, ce n'étaient pas les djihadistes qui ont créé cette sécession, c'était des groupes touaregs particuliers qui étaient séparatistes et qui se sont alliés aux djihadistes. Et ensemble, alliés aux groupes djihadistes, les séparatistes ont battu l'armée malienne. Et donc le nord a fait en quelque sorte sécession pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, une partie de ces combattants, les djihadistes seulement. Pourquoi les djihadistes seulement? Parce qu'ils s'étaient disputés dans l'intervalle avec les séparatistes et les séparatistes avaient été écartés du terrain en pratique. Ils s'étaient disputés sur le leadership du mouvement et donc les séparatistes seuls, les djihadistes seuls ont attaqué au sud. Et donc, les adversaires de l'armée française étaient bien les djihadistes. Mais une fois l'armée française sur place, elle a repoussé les djihadistes et elle s'est intéressée, curieusement, aux séparatistes. Justement, quel était l'intérêt pour la France de soutenir les rebelles Touaregs? L'intérêt pour la France, je crois que l'armée française sur place, pour combattre les djihadistes, avait besoin de personnes qui connaissaient le terrain. Et les séparatistes sont réapparus à ce moment-là en disant nous sommes des adversaires des djihadistes, même si c'était leurs anciens alliés, et donc nous allons vous aider à combattre les djihadistes. En plus, nous allons vous aider à retrouver les otages français. À l'époque, il y avait des otages français qui étaient prisonniers des djihadistes. Et donc, on les a écoutés, si vous voulez. Et la logique, de mon point de vue, à mon avis, c'est que tous les groupes armés étaient toxiques, étaient dangereux. Et il fallait se rappeler d'ailleurs que c'était justement les séparatistes qui ont quand même été les premiers à déclencher cette rébellion du Nord. Donc pour vous, c'était une erreur stratégique d'avoir séparé les bons et les mauvais groupes armés? Je pense que dans une démocratie, et le Mali était une démocratie, il n'y a pas de bons groupes armés parce que le monopole de la force doit être celui de l'État. Et donc, qui porte la responsabilité d'avoir fait ce choix? Eh bien, je crois que c'était un peu par facilité et aussi parce qu'on n'a pas analysé sérieusement la situation sur place. On n'a pas très bien compris, je pense, que ces groupes séparatistes Touaregs, qui prétendaient parler au nom de l'ensemble des Touaregs, en réalité, ne défendaient qu'une partie des Touaregs. Et quelqu'un nommément porte cette responsabilité? Écoutez, je ne veux pas accuser des personnes en particulier, mais je crois que ça a été une erreur partagée. Ce n'était pas une erreur seulement française. L'ONU, les autres pays étaient sur la même ligne. Je pense que dans la précipitation, on n'a pas consulté les experts, les spécialistes, les anthropologues. Il y a par exemple un anthropologue qui s'appelle André Bourgeot, qui avait expliqué qu'au fond, le conflit du Nord, c'était une affaire entre Touaregs, entre l'aristocratie touareg et le tiers-État touareg. Et le tiers-État était loyaliste parce que l'aristocratie était séparatiste. L'aristocratie était séparatiste pour garder ses privilèges, parce que la démocratisation du Mali, finalement, érodait le pouvoir de l'aristocratie des Touaregs. Et aujourd'hui, estimez-vous que les opérations Serval puis Barkhane soient un échec pour la France? Non, c'est pas un échec. D'abord, Serval a été une réussite, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, Barkhane n'est pas un échec, mais Barkhane rencontre des limites. On voit bien que le djihadisme n'a pas disparu et qu'au contraire, il s'est diffusé régionalement et que le nombre d'attentats a d'une certaine façon augmenté. Les statistiques le disent. Alors, moi, je n'analyse pas ça comme un échec parce qu'en l'absence de Barkhane, je pense que la situation serait bien pire. Mais on voit aussi qu'il y a des limites à l'action militaire. Ce n'est pas dû à Barkhane, c'est le fait que l'action militaire seule ne peut pas résoudre une question aussi compliquée. On est arrivé un peu avec des idées simples dans une situation sociologique compliquée. Est-ce que finalement le Mali n'est pas devenu le bourbier pour la France comme l'est l'Afghanistan pour les États-Unis? Écoutez, j'espère que non, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'extraire de cette situation. Et en plus, il serait logique que ce ne soit pas une armée étrangère qui traite ce problème, mais que ce soit des Africains
africains. Et qu'aurait-il fallu faire, monsieur l'ambassadeur? Alors, ce qu'il aurait fallu faire, à mon avis, en 2013, au moment de l'intervention de Serval, il aurait fallu désarmer ou neutraliser tous les groupes armés et pas faire, comme vous le disiez, un distinguo entre les bons et les mauvais groupes armés. Et il aurait fallu négocier, le cas échéant, avec tout le monde une fois que les gens sont désarmés ou neutralisés. Ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu discuter avec Iyad Daggali en 2013, le chef des djihadistes, peut-être, enfin la question se pose en tout cas, et que pour la question des Iforas, c'est-à-dire de cette aristocratie des Touaregs, il fallait aussi discuter avec eux, mais après les avoir désarmés, de mon point de vue, et les réinsérer dans un dispositif politique, leur dire vos revendications sont légitimes, vous êtes la chefferie traditionnelle, mais vous n'êtes plus majoritaire maintenant. Les Touaregs tributaires, qu'on appelle les Imrad, doivent aussi partager le pouvoir avec vous, et tout ceci doit pouvoir se discuter. L'accord d'Alger de 2015, qui est un accord politique passé avec les groupes, pas seulement Touareg, tous les groupes armés non djihadistes, est un accord qui a l'inconvénient de donner une certaine impunité aux gens qui ont pris les armes, de leur accorder des avantages et de ne pas les désarmer tout de suite. Voilà, ça, ce sont les inconvénients. Donc, ça a créé une certaine tribalisation armée et ça a créé un certain désordre. Je reviens rapidement sur la situation actuelle. Les accords de paix d'Alger ne sont pas appliqués, notamment le désarmement. À qui profite ce statu quo, selon Alors, vous? ils sont quand même en partie appliqués. D'abord, il y a une chose très importante, il y a un côté positif dans les accords d'Alger qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il n'y a plus de combat entre ces groupes armés séparatistes ou loyalistes, parce qu'il y a aussi des groupes loyalistes qui sont signataires de l'accord d'Alger, hein, d'autres factions Touareg, anti-aristocrates Touareg, eh bien, ils ne se battent plus avec l'armée malienne. Donc ça, c'est un côté positif. Il n'y a plus que les djihadistes. Ce désarmement qui n'a pas lieu. Alors, le désarmement, il a pas lieu, mais il est différé simplement. Il doit avoir lieu, il a commencé. Et je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Et donc, il faut appliquer l'accord d'Alger. Et l'accord d'Alger doit permettre de désarmer complètement ces groupes, de les faire disparaître et de les intégrer soit dans l'armée, soit dans l'administration. Et donc, on aura simplifié le paysage. Il ne restera plus que les djihadistes. Merci beaucoup Nicolas Normand d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez d'ailleurs aux éditions Erol le grand livre de l'Afrique. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci.